Moyen-Orient que nous vous proposons avec un invité. Et cet invité, c'est Éric Zemmour. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Vous êtes journaliste, essayiste. Je rappelle la sortie de votre dernier ouvrage. La France n'a pas dit son dernier mot. C'est paru chez Rubempré. Potentiel candidat à l'élection présidentielle. Et nous allons partager ensemble 60 minutes chrono de GGMO. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je ne vous interrogerai pas seul. Pour m'accompagner ce soir, 3 grandes gueules de circonstances. À mes côtés, à Tel Aviv, Michel Kaufmann. Bonsoir Michel. Bonsoir Benjamin. Éditorialiste i24 News. C'est le regard d'Éric Zemmour sur les questions de géopolitique qui va vous intéresser. Barbara Lefebvre, bonsoir, en direct avec nous depuis Paris. Vous êtes essayiste et enseignante. Bonsoir. Et c'est vous, Barbara Lefebvre, je vais rappeler, qui a lancé il y a presque 20 ans la première sonnette d'alarme sur le nouvel antisémitisme, notamment à l'école avec cet ouvrage qui fait date, Les territoires perdus de la République. Enfin, je salue le philosophe Alain Finkielkraut. Bonsoir Alain Finkielkraut et merci d'être également avec nous ce soir. Je rappelle votre dernier ouvrage, L'après-littérature, c'est paru chez Stock. Vous serez très discret en première demi-heure, mais c'est à vous que reviendra le droit en seconde demi-heure de débattre avec Éric Zemmour autour de vos visions partagées ou divergentes concernant l'état de la France, mais aussi de son destin. Et pour commencer, Éric Zemmour, les premières questions viendront de Tel Aviv. C'est une première pour vous depuis la sortie de votre dernier livre. Et nous allons aborder ensemble ce soir des thématiques sur lesquelles vous n'êtes pas forcément habitué à être interrogé sur les autres antennes. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir, Éric Zemmour, en venant sur i24 News? Comme je suis toujours, c'est-à-dire tranquille, serein et concentré. Alors soyons concentrés parce que ce soir j'ai beaucoup de questions à vous poser et notamment des questions diplomatiquement incorrectes. Et ma première question, Éric Zemmour, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, ce sont les téléspectateurs d'i24 News puisque nous les avons interrogés ces dernières 48 heures sur Twitter. Et nous leur avons demandé quelle est la question à poser à Éric Zemmour. Et parmi les différents thèmes proposés, ce qu'ils veulent savoir avant tout, c'est votre regard sur le conflit israélo-palestinien. Vous le voyez dans les résultats qui s'affichent à l'antenne, Éric Zemmour. On sait que la diplomatie française, gouvernement après gouvernement, répète la formule lancinante. 2 États pour 2 peuples, avec des frontières sûres et reconnues internationalement. Vous y croyez, vous, Éric Zemmour, à la solution à 2 États ? Non. Je pense que c'est une logorrhée dépassée. Je pense que la diplomatie française s'accroche à une stratégie qui avait sans doute son intelligence politique dans les années 60-70, mais qui est aujourd'hui surannée, tout simplement parce que je pense que les Palestiniens ont perdu la bataille et qu'il n'y aura, je pense, à l'échelle humaine, jamais d'État palestinien. On peut s'en réjouir, on peut s'en désoler, mais je crois que, comme disait le général de Gaulle, on ne fait pas de politique en dehors des réalités. Et la réalité, c'est cette défaite aggravée encore, accentuée encore, par le nouveau rapport de force dans le monde arabo-musulman, même s'il faut prendre des précautions, puisqu'on a vu récemment un retournement et un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais a priori, le grand conflit au sein du Moyen-Orient est entre les chiites et les sunnites, entre l'arc chiite, Iran, Irak, Syrie, Liban, et l'Arabie Saoudite avec les pays sunnites, Égypte, en particulier Maroc, etc., qui sont désormais les alliés d'Israël. Voilà, je pense que c'est la nouvelle donne et qui, si vous voulez, l'échec est mat pour le mouvement palestinien qui n'a jamais réussi à vaincre Israël, qui s'est défendu valeureusement et qui a vaincu son vieil ennemi. Maintenant, donc, il n'y aura jamais d'État palestinien pour vous ? Tout est move. Je pense à l'échelle humaine. Jamais, vous savez, ça n'existe pas dans les relations étrangères, dans les relations de politique étrangère. Mais en tout cas, je pense que là, à l'échelle humaine, je ne vois pas un État palestinien naître. Je pense qu'il n'y a plus le rapport de force en leur faveur. C'est terminé. Il y a eu un moment
où ils auraient pu, dans les années 70, 80, à la limite, au moment des accords de Camp David, il y avait peut-être une fenêtre d'ouverture pour eux. Je pense que c'est terminé. Voilà, c'est ce que je pense. Maintenant, l'histoire peut évoluer. On a vu, je vous ai dit récemment, un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite qui peut encore changer la donne, qui n'est pas ce rapprochement est plutôt un mauvais coup pour la politique d'Israël. Voilà, tout est mouvant dans cette région du monde. Vous connaissez la formule célèbre du général de Gaulle, il faut aller vers cette région compliquée avec des idées simples. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Éric Ciotti était chez nous au mois de septembre. Éric Zemmour, il appelait la France à reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Lanceriez-vous ce soir le même appel? Et êtes-vous d'ailleurs favorable au déplacement de l'ambassade française à Jérusalem comme l'ont fait les Américains? Écoutez, je suis pas encore dans ce genre de vision. Et est-ce que je suis... Vous savez, si Israël estime que sa capitale est à Jérusalem, très bien, sa capitale est à Jérusalem. C'est eux qui décident et après, les pays vont petit à petit reconnaître ça. Moi, je pense, vous savez, que encore une fois, la diplomatie c'est la française réalité ne le reconnaît qui pas. commande. Je sais bien. La diplomatie française ne reconnaît pas et bon, avec des raisons plus ou moins bonnes. On sait très bien qu'ils ne veulent pas choquer les pays arabes, le mouvement palestinien, etc. On sait tout ça. Je pense que la diplomatie française a du retard dans cette histoire, à l'allumage par rapport aux faits, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. À suivre donc. Vous voulez dire que la réalité des faits, c'est de toute façon que ça se passe à Jérusalem et la France devra suivre un jour ou l'autre. C'est ça que vous voulez dire? Exactement. Ouais. Exactement. Vous êtes sioniste, Éric Zemmour? Non. Si on considère que le sionisme, c'est la volonté de tout juif de vivre en Israël et de se rassembler dans ce qu'on appelle le peuple juif, je ne suis pas sioniste. Moi, je suis membre du peuple français. Je suis, selon la célèbre formule de Napoléon au Sanhédrin, vous savez, de 1807, je suis agrégé au peuple français. Donc, dans ce sens-là, je ne suis pas sioniste. Maintenant, si c'est ne pas défendre le droit à Israël à exister, à se défendre, etc., oui, ça, là, effectivement, c'est pas la même chose. Je ne suis pas anti-sioniste, vous voyez. Simplement, ce n'est pas ma philosophie, mon esprit. Moi, je suis un citoyen français et je n'ai qu'une allégeance, l'allégeance à mon pays qui est la France. En parlant d'allégeance, quel est votre regard sur la diplomatie française aujourd'hui par rapport à Israël? Par rapport à Israël seulement? Je vous dis, je pense que je vous ai déjà répondu. Je pense que vous parliez de De Gaulle et la politique arabe tout à l'heure. Voilà, je pense que le général de Gaulle avait fait une rupture. Les Français étaient les alliés d'Israël lors des deux premières guerres, 48 et 56. On sait que il y avait des pilotes français dans des avions français simplement repeints avec le drapeau d'Israël pendant l'expédition de 56. On sait aussi que les Français ont été très proches des Israéliens pour leurs bombes atomiques et que c'est avec la France que les Israéliens ont obtenu cette bombe atomique. Donc on sait l'alliance très étroite qu'il y avait entre la France et Israël. On sait aussi que le général de Gaulle a rompu avec cette politique à partir de 1967. On sait tout ça. Maintenant, je pense que si le général de Gaulle revenait, il prendrait un axe différent. Nous sommes dépendants d'une vision de 67 qui avait sans doute son intérêt, son objectif. Je sais très bien pourquoi le général de Gaulle voulait faire ça. Il voulait, après s'être débarrassé de la guerre d'Algérie, faire revenir la France dans le monde arabe et plus largement que le monde arabe, tous les pays qu'on appelait alors non alignés,
Ça veut dire qu'il n'était pas aligné sur les États-Unis et sur l'URSS, les deux blocs comme on disait à l'époque. Mais sauf que les deux blocs n'existent plus, que la guerre froide est terminée, que la situation israélienne, comme je vous l'ai dit, est différente, puisque la situation du monde arabe a changé et qu'il n'y a plus un bloc contre Israël, mais qu'au contraire, il y a une opposition entre les sunnites et les chiites et que les grandes puissances sunnites sont les alliés d'Israël. Donc tout cela a complètement été bousculé et le paysage qu'avait le général de Gaulle face à lui a changé. Et pourtant, la diplomatie française s'accroche à une analyse qui date des années 60-70. Je pense que la diplomatie française, pour faire le travail gaullien, proprement gaullien, devrait réévaluer complètement la réalité géopolitique de cette région et finalement ensuite décider quel est l'intérêt de la France, quels sont les intérêts de la France et à partir de là redéfinir sa politique étrangère vis-à-vis de cette région. Depuis 10 minutes, Éric Zemmour, j'ai l'impression que vous vous présentez comme le partisan de la réelle politique et c'est votre message. Ma dernière question de cette première séquence serait peut-être vous demander la conséquence. Vous avez tout à fait raison. Voilà, la réelle politique, absolument. Pour la France et pour la réelle politique et l'intérêt de la France. Alors, est-ce que l'intérêt de la France et de l'Europe, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui de revoir les subventions accordées à Mahmoud Abbas et à l'autorité palestinienne? Il faudrait éventuellement revoir les subventions. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Je vous ai dit qu'il faut être plus global et reconfigurer complètement toute la politique française dans cette région. Donc effectivement, l'Europe, elle aussi, doit reconfigurer. Mais vous savez, je pense d'abord plus simplement que l'Europe n'a pas de politique étrangère. L'Europe ne doit pas avoir de politique étrangère. L'Europe n'est pas un pays. L'Europe n'est pas une nation. L'Europe est une organisation internationale. La France devrait cesser, et c'est un des grands reproches que je fais à Emmanuel Macron, de viser un État fédéral européen. L'Europe ne sera jamais une nation, car comme disait le général de Gaulle, on ne fait pas une omelette avec des œufs durs. Il faut simplement que la France se serve de l'Europe, défendre ses intérêts dans l'Europe et ne sacrifie plus ses intérêts à la constitution d'une autonomie stratégique européenne, d'un fédéralisme européen et de chimères de ce genre-là dont Macron est si friand. Alors, on parle de la France, on parle de l'Europe, parlons maintenant un petit peu plus largement des relations internationales parce que les GGMO qui m'entourent ont des questions à vous poser. Michel Taubman, vous êtes avec nous depuis le début de l'émission. Je rappelais que vous êtes éditorialiste à i24 News. Vous, justement, ce sont des questions régionales que vous avez posées à Éric Zemmour. Oui, alors, pour enchaîner, Éric Zemmour, bonsoir. Bonsoir, oui. Pour enchaîner, vous venez de parler du général de Gaulle, vous référez au général de Gaulle, vous avez dit général de Gaulle, politique arabe, 1967, il y a une phrase qui me vient à l'esprit, celle du général de Gaulle, qui a qualifié à l'époque les juifs de peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Vous reprendriez cette formule à votre compte aujourd'hui? Vous savez, moi, quand j'étais enfant, puisque cette formule date de 67 et j'étais enfant, moi aussi. Mon père m'a toujours dit que c'était plutôt un compliment et un éloge qu'il faisait du peuple juif en disant « peuple d'élite, sûr de lui et dominateur ». D'ailleurs, c'est une formule qui, je crois, est reprise de Virgile, et Virgile parlait des Romains. Vous savez que le général de Gaulle, évidemment, avait une culture classique tout à fait remarquable et qu'il connaissait sans doute cette phrase quand Virgile parle des grands Romains, de l'Empire romain, il parle de peuple d'élite sûr de lui et dominateur. Je n'ai jamais pris, en tout cas moi, enfant, on m'a jamais appris cette phrase comme une phrase d'insulte, comme une phrase comme on a voulu le faire, comme une phrase antisémite. Oui, le grand rabbin Kaplan ne l'avait pas ressenti de la même manière, même s'il était toujours proche du général de Gaulle. Mon père n'était pas d'accord avec le grand rabbin Kaplan. Voilà, écoutez, tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde, ça c'est normal. Vous connaissez... Oui. Là aussi, vous savez, mon père m'a raconté une histoire très belle. Le grand rabbin Kaplan, vous avez raison, était venu voir le général de Gaulle pour dire son mécontentement vis-à-vis de cette phrase et de toute la politique. Beaucoup de juifs étaient très choqués à l'époque. Général vis-à-vis... Absolument, je sais bien, même Raymond Aron, vous savez, j'ai lu le texte des compagnons de la Libération, des juifs compagnons de la Libération avaient je sais bien tout ça. Je pense qu'on a mal compris le général de Gaulle. Bon. Voilà. Mais, Monsieur Taubman, vous me posez la question. Vous me dites, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Je vous réponds.
Et permettez-moi, vous savez, Lévi-Strauss n'a pas été choqué par cette phrase, par exemple. Raymond Aron l'a été. Vous voyez, il y avait deux types de réactions. Moi, je suis... voilà. Mais alors, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est assez logique. Attendez, M. Topman, laissez-moi finir ma réponse. Éric Zemmour. Merci. Je finis donc, vous m'avez parlé du rabbin Kaplan qui effectivement s'était ému de cette phrase et du changement de politique étrangère du général de Gaulle. Et mon père m'a toujours raconté cette anecdote qui avait fuité dans les journaux de l'époque, c'est que le grand rabbin Kaplan est arrivé et le général de Gaulle lui a dit tout simplement: Monsieur le grand rabbin, si vous voulez me parler de nos coreligionnaires, de vos coreligionnaires et de nos compatriotes français de confession juive, vous êtes le bienvenu. Si vous voulez me parler de la politique étrangère de la France, j'ai un ministre des Affaires étrangères pour cela. Je pense que cette phrase est absolument magnifique et qu'elle résume ce que je pense de cette histoire. Alors, il y a l'histoire, il y a le présent de la région aujourd'hui, M. Topman. Là, je vais poser une question tout à fait d'actualité. Concernant la République islamique d'Iran, est-ce que vous êtes favorable à l'acquisition de l'arme atomique par la République islamique d'Iran? Alors je sais qu'on me prête cela. Vous savez que la diplomatie française n'est pas favorable à l'acquisition de l'arme nucléaire par l'Iran. Ouais. Comment? Ce n'est pas la seule, bien sûr. Vous avez raison. Toutes les grandes puissances nucléaires sont défavorables, évidemment, à la dissémination nucléaire. Moi aussi, je suis défavorable à la dissémination nucléaire, surtout que si l'Iran a la bombe atomique, l'Arabie Saoudite va la vouloir, l'Égypte va la vouloir, et d'ailleurs, je pense que, que les rapprochements entre l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Maroc et Israël n'est pas étranger à justement cette quête iranienne. Mais je voudrais dire deux choses, simplement pour essayer de mettre un peu de nuance dans cette discussion. D'abord, vous savez très bien que la quête nucléaire de l'Iran ne date pas des islamistes, ne date pas du régime islamiste. Le Shah, déjà, voulait cette bombe atomique et avait tout fait pour l'avoir. Deuxièmement, je disais simplement qu'il y a un gros problème, c'est que désormais, toutes les grandes civilisations ont la bombe atomique. Le Pakistan, là, je pense que c'est beaucoup plus dangereux que le Pakistan l'est que l'Iran, vous voyez. L'Inde, là, Israël, là, évidemment, les pays européens comme la France et l'Angleterre l'ont, les États-Unis et la Russie et la Chine. Les Iraniens se sentent, si vous voulez, une grande civilisation, ils le sont, et donc ils se disent, et pourquoi pas nous? En plus, il y a un gros problème, c'est le problème des Américains. C'est que les Américains ont, si vous voulez, obtenu de Saddam Hussein qu'il renonce à la bombe atomique, ils ont obtenu de Kadhafi qu'il renonce à la bombe atomique, et puis ils ont renversé ces régimes, avec, pour Kadhafi, l'aide des Français. Aujourd'hui, la Corée du Nord a la bombe atomique et la considère comme une garantie contre un renversement par les États-Unis. Donc pour vous, ça ne changerait rien à l'équilibre, en quelque sorte. Alors moi, ce que je constate, c'est que votre hostilité aux États-Unis, qui est une position politique, vous n'êtes pas le seul à la partager, est plus forte finalement que votre sympathie pour Israël. Parce que ici, en Israël, on est très inquiet. On est très inquiet. Vous ne partagez pas l'inquiétude des Israéliens. Je pense que... Je sais. Je pense que les Israéliens n'ont pas raison d'être inquiets. Je pense qu'ils ne risquent rien. Ils ont un arsenal nucléaire qui décourage n'importe quel agresseur. Deuxièmement, je pense que je ne suis pas hostile aux États-Unis. Je suis simplement lucide sur la politique américaine qui lâche toujours ses alliés. Ils l'ont montré en Afghanistan, ils l'ont montré en Irak, ils l'ont montré en Iran jadis avec le Shah, ils l'ont montré plus récemment avec l'Égyptien Moubarak, avec le Tunisien Ben Ali. Et si je remontais dans l'histoire, je dirais qu'ils l'ont montré d'abord et avant tout avec la France, puisqu'ils nous ont lâchés après la guerre 14-18, et que c'est ça qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale et à la défaite de la France en 40. C'est une vieille habitude. Les Américains lâchent toujours leurs alliés. Ce n'est pas de l'hostilité, c'est simplement la connaissance de l'histoire. C'est tout. Bon, mais moi, donc c'est le pragmatisme. Et les Israéliens, Israéliens devraient s'en souvenir. Éric Zemmour, j'aimerais vous montrer maintenant un sujet, si vous voulez bien, puisque ce soir, nous débattons entre Paris et Tel Aviv. Vous savez que la communauté francophone ici en Israël est très partagée sur votre potentielle candidature. Anna Papliashvili s'est rendue dans les rues de Tel Aviv et de Netanya, et voici
ce que les habitants lui ont répondu. Fin d'après-midi sur la rue Bograchov à Tel Aviv, 4 amis franco-israéliens se retrouvent pour un café. Didier et Sylvain vivent entre la France et Israël et même si Éric Zemmour leur paraît brillant, pour être président, cela ne suffit pas. Je ne sais pas s'il a le charisme et la carrure d'être président de la République française. Il dit beaucoup de vérité, en réalité. Je pense que 70% de ce qu'il dit, je suis d'accord entièrement. Mais des fois, il dépasse un petit peu les bornes. Voilà. Si une personne de religion juive veut enterrer ses parents en Israël, par exemple, c'est la foi, on a envie que ses parents aient leur dernière demeure en Israël. Je pense qu'on ne doit pas s'y opposer. À quelques mètres du café, Leslie et Grégory tiennent une épicerie française et approuvent la vision d'Éric Zemmour. Marine Le Pen, pour moi, elle est un peu trop extrême, due à son père, due à son historique. Maintenant, je pense que Éric Zemmour, moi en tout cas, je voterai pour lui. Dans la soirée au théâtre Beth Lessine de Tel Aviv, Michel Boujna est sur scène, mais un autre acteur de la vie publique est sur toutes les lèvres. J'adhère complètement à ses idées et je pense qu'il faut qu'il y ait un nouveau président en France qui soit de sa trempe pour pouvoir changer les choses. D'autres sont beaucoup moins enthousiastes. Les propos qu'il a tenus sont difficilement acceptables. Ce sont des positions qui font du mal au peuple juif et qu'on ne peut pas accepter. Tant qu'il était observateur et qu'il pouvait dire les choses qu'il avait envie, très bien. Et j'ai l'impression qu'il a passé un stade aujourd'hui, il est dans une sorte de délire qui ne me correspond pas du tout. Polémiste, journaliste, homme politique, candidat, peu importe sa casquette, Éric Zemmour ne laisse définitivement personne indifférent. Vous ne laissez personne indifférent, ça vous le saviez, Éric Zemmour, mais est-ce que vous attendiez à ces réponses-là ici en Israël ? Oui, c'est assez conforme à ce que j'attendais, et même la division et les clivages que mon nom suscite ne m'étonnent pas. Moi, je voudrais dire quelque chose de très simple. Je comprends et je défends et je défendrai le droit d'Israël à se défendre. Je veux simplement que la France ait le droit de se défendre de la même façon. Vous savez, dans la région, vous avez deux pays qui sont un pays qui a connu exactement le destin que je crains pour la France. Le Liban. C'est-à-dire le Liban, exactement, une arrivée massive de populations musulmanes qui déséquilibrent la démographie alors que le pays était majoritairement chrétien, puis la guerre civile, puis la division du pays, non plus selon la citoyenneté, mais selon les communautés ethniques et religieuses, puis la corruption, puis la destruction de l'État et aujourd'hui la misère. C'est exactement ce qui nous attend si nous n'arrêtons pas le grand remplacement en France. Et je ne veux pas que mon pays, la France, devienne un Liban en grand. Éric Tout le Zemmour reste est accessoire, tout le reste, c'est littérature, si vous me permettez cette expression. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent de moi. Moi, ce que je veux dire, c'est uniquement cela. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de Français, ou franco-israéliens, ou français juifs, comme vous voulez, qui le comprennent. Et Éric Zemmour, leur inquiétude à eux aussi, ce sont vos propositions, et parfois certaines ne sont pas claires ou laissent entendre des malentendus. Tout à l'heure, vous nous avez dit sur l'Iran qu'on laisse entendre certains propos que vous avez tenus, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisqu'on a entendu votre vraie position sur l'Iran qui est un peu plus subtile. Alors, quelle est votre position sur la double nationalité, par exemple ? Écoutez, sur la double nationalité, j'avoue que spontanément, je n'y suis pas favorable parce que je pense qu'on a une seule allégeance. Maintenant, alors qu'est-ce que vous dites aux franco-israéliens qui nous regardent ? Nationalité. Oui, non, mais justement, je pense que supprimer la double nationalité poserait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait. Donc, je pense que le sujet majeur, c'est l'allégeance. Je pense, comme Raymond Aron, qu'on a une seule allégeance. Qu'on peut très bien être un juif soit israélien, soit français et ami d'Israël, mais qu'on a une seule allégeance. On n'a pas deux allégeances. On peut avoir plusieurs nationalités. Certains considèrent que la nationalité, c'est uniquement un papier administratif. J'en connais beaucoup. Moi, ce n'est pas mon cas. J'entends bien, mais ça se traduit comment, Éric Zemmour, ce discours-là ? Concrètement, je ne propose pas la suppression de la double nationalité. Je dis simplement que ce qui compte pour moi, c'est l'allégeance à un pays. Et quand on est français, on a cette allégeance pour la France.
Éric Zemmour, Barbara Lefebvre, on va l'entendre maintenant, elle est en direct avec nous depuis Paris et écoute l'émission depuis le début. Je vais rappeler, Barbara, que vous êtes enseignante et essayiste et nous voulions vous avoir avec nous ce soir parce que vous aviez coécrit en 2002 avec Georges Bensoussan Les territoires perdus de la République. Vous avez été l'une des premières à tirer la sonnette d'alarme sur ce nouvel antisémitisme qui entrait notamment dans les écoles et vous avez plusieurs questions à poser à Éric Zemmour. Oui, alors évidemment, moi je voudrais d'abord centrer sur cette question qui est une question qui est au cœur de la pensée et des travaux d'Éric Zemmour depuis des années, c'est la question de l'assimilation. Précisément, dans les territoires perdus de la République, on soulignait les problématiques d'intégration et d'assimilation d'une minorité de nos élèves d'origine musulmane. Pour autant, nous ne confondions pas ni l'islam avec l'islamisme et nous ne pensions pas non plus que pour que nos élèves deviennent de bons Français, il fallait leur faire aimer le général Bugeaud. Mais donc, là, ce que je voudrais demander plus précisément à Éric Zemmour, dans le cadre précisément de cette assimilation des Juifs, parce que on sent aussi dans un certain nombre de vos textes que, pour vous, les Français juifs aujourd'hui ne sont plus assimilés comme ils l'étaient il y a des dizaines d'années, dans votre enfance, peut-être aussi la façon dont mes propres grands-parents aussi d'Afrique du Nord se sont assimilés, parce que vous avez critiqué un certain nombre de positions des Français juifs depuis 67, leur engagement pour Israël, la question de cette double allégeance que vous venez d'évoquer. La place de la mémoire de la Shoah, vous êtes très critique à l'égard notamment de Serge Klarsfeld. La question des prénoms aussi, parce que vous trouvez que les prénoms hébraïsants, voire israéliens, qu'on donne aujourd'hui aux enfants français, juifs, pour vous c'est un signe de non-assimilation. Et évidemment, le choix des écoles, même si vous comprenez bien qu'il s'agit souvent d'être placé en sécurité, c'est pas exactement le même choix que d'être dans une école juive dans les années 60, être dans une école juive dans les années 2000, c'est autre chose. Et évidemment, la question majeure qui est quand même celle qui a particulièrement heurté beaucoup de Français et surtout aussi beaucoup de Français juifs, le fait que vous ayez dit qu'on était du pays où on est enterré et qu'à ce titre, les enfants Sandler et Myriam Mocénégo n'étaient pas des Français à part entière, n'étaient pas de France, puisque étrangers avant tout et voulant le rester par-delà la mort, ce sont vos mots, vous les classez effectivement dans une catégorie de juifs qui ne sont pas véritablement de vrais Français. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de cet acte de s'agréger à la nation française. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon Français juif pour Éric Zemmour, c'est-à-dire pour s'agréger véritablement au récit national? Est-ce qu'il faut respecter, voire peut-être honorer Maurice Barrès? Est-ce qu'il faut honorer Charles Maurras ou le maréchal Pétain, au même titre que on se sent attaché effectivement à la France qui, elle, ne s'est pas couchée, la France debout, celle de De Gaulle? D'abord, chère Madame Lefebvre, je voudrais vous dire que sur votre introduction, vous avez effectivement alerté parmi les premiers sur ce que vous avez appelé les territoires perdus de la République, mais qui pour moi ne sont pas des territoires perdus de la République, qui sont des territoires conquis par l'islam. C'est toute la différence de diagnostic entre nous. Pour moi, ce n'est pas la République qui a perdu ces territoires, c'est la France. Deuxièmement, vous dites que à l'époque, vous alertiez sur les dangers, que vous constatiez avec vos élèves qui, si je me souviens bien, ont été tellement heureux le jour du 11 septembre 2001, le jour de l'attentat contre les Twin Towers, et vous dites, mais nous pensions qu'il y a une différence entre l'islam et l'islamisme, et nous pensions aussi que l'assimilation ou l'intégration, comme vous voulez, ne passait pas par le fait que nos enfants musulmans doivent apprécier le général Bugeaud. Eh bien, vous avez défini exactement ce qui nous distingue. Voilà. Et vous avez défini exactement pourquoi vous avez échoué et pourquoi votre conception de l'intégration a échoué et pourquoi nous sommes aujourd'hui dans la situation où nous sommes. Je ne suis pas au pouvoir, je n'ai pas échoué. Hein. Mais vous avez échoué philosophiquement, politiquement et intellectuellement. Et c'est exactement votre erreur intellectuelle. Et donc, voilà pourquoi c'est notre différence fondamentale. Oui, moi, je pense comme André Suarez d'ailleurs, qui était un écrivain juif des années 30, je pense que quand on est soit
on est français de souche, soit on est français de branche. Et quand on est français de branche, on doit effectivement s'approprier l'histoire de France, même lorsque les héros de l'histoire de France ont été contre ses ancêtres. Il faut choisir. L'histoire de France, quand on est français, on s'approprie l'histoire de France et on est pour la France. Voilà, c'est ça être donc français. quand on est français, si quand on est un juif français, je crois que votre réponse, ma réponse est claire. Donc quand on est un juif français, on s'approprie Pétain. Oui, elle est très claire. Donc on entend bien et on comprend donc. Elle est très claire, ma réponse. Un réponse. juif français doit s'approprier Maurras, doit s'approprier. Et c'est donc. Mais moi, Madame Lefebvre, je lis tout. Je lis Maurras, je lis Barès, je lis Zola, je lis Jaurès. Oui, Madame Lefebvre, l'histoire de France, c'est tout ça. Je vous demande d'admirer et de respecter. Et vous le savez. C'est pas la même chose. Mais je respecte tout. Je lis parce que c'est la France. Pour moi, tout ce qui est français est respectable. Je lis, ça m'intéresse, tout m'intéresse. Voilà, je veux absolument me faire une idée globale. Ah mais moi aussi tout m'intéresse, mais pour autant hémiplégique. Ah mais je ne veux pas avoir une vision hémiplégique parce que vous avez parfaitement raison. Merci de me donner raison. Il faut, mais bien entendu, merci, on peut ne pas. Mais il est nécessaire de lire Maurras, mais c'est pas parce qu'on lit Maurras qu'on va l'admirer, et c'est pas parce qu'on lit Maurras qu'on va considérer que Maurras c'est pas l'anti-France. Parce qu'excusez-moi, mais Maurras c'est celui qui s'oppose. Mais pourquoi vous reprenez son expression, Madame Lefebvre? C'est celui qui rejoint. Je vais vous dire, moi je préfère Bernanos. Comme Camelot du Roi, je préfère Bernanos qui s'enfuit et s'exile de France en 38 pour fuir Munich et pour ensuite revenir seulement en 45. D'ailleurs, vous ne citez jamais Bernanos, vous préférez citer Maurice Barrès. Moi, je citerai plutôt Bernanos. Et voyez-vous, je suis plus proche d'un Georges Bernanos que d'un Maurice Barrès ou que d'un Charles Maurras. Donc, mais vous avez le droit. On peut lire tout et vous avez raison. Mais Madame Lefebvre. Mais pour autant, on ne peut pas demander aux jeunes Français d'admirer Maurras. C'est ça le problème. Mais Madame Lefebvre, je ne demande à personne. Merci. Madame Lefebvre, vous avez le droit de choisir les auteurs que vous préférez. Vous avez tout à fait le droit. Vous avez le droit d'avoir les auteurs que vous préférez, et moi aussi. Moi, j'aime lire Maurice Barrès. J'ai le droit, j'aime lire leurs figures, j'aime lire La colline inspirée. Vous m'excuserez, j'ai le droit d'aimer Maurice Barrès. C'est un grand écrivain. Vous avez le droit d'aimer Bernanos, c'est un très bon écrivain aussi. Voilà, maintenant... Éric Zemmour, pardonnez-moi. La question que voulait dire Barbara Lefebvre, c'est pas sur les lectures des uns et des autres, mais elle a commencé sa question avec un cas très très précis, qui est un cas présent, qui n'est pas dans l'histoire, mais qui est aujourd'hui. C'est votre fameuse phrase sur les Sandler. Et sur ce bout de sa question, vous n'avez pas répondu. Vous savez, et notamment chez les gens qui nous regardent ce soir, bien sûr, que c'est une phrase qui n'est pas passée. Je vais répondre, mais c'était pas. Non, c'était pas le fond de l'affaire. C'était pas le fond de l'affaire. En plus. J'aime beaucoup ce que dit Madame Lefebvre, mais elle oublie simplement que Bernanos était aussi un maurassien et que elle sait très bien que il y a, on a lu tous les deux le livre de Simon Epstein, et qu'elle sait très bien que les maurassiens étaient majoritaires à Londres en 40, et que les socialistes et les gens... mais si, Madame Lefebvre. Et vous le savez très bien, c'est une querelle entre maurassiens, cela. Bon, deuxièmement maintenant... sur les Sandler, pardonnez-moi, tout le monde en même temps. Je ne suis pas... Voyez-vous. Attendez, comment il n'était pas majoritaire à Londres. Très bien, on va pas parler. J'aimerais bien avoir une réponse d'Éric Zemmour sur ma question sur les Sandler. Ils étaient majoritaires à Londres, s'il vous plaît. Je suis désolé, il suffit de lire Epstein. Maintenant, je vais répondre sur les Sandler. Je n'ai jamais voulu condamner, dénoncer, insulter encore moins les Sandler. Ce qui est arrivé est tragique. C'est évidemment terrible. Je comprends la douleur de ces gens, évidemment. J'ai des enfants, je sais ce que ça peut être. En tout cas, j'imagine. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Simplement, je considère que tout événement doit être d'abord apprécié, évidemment, en fonction de l'émotion qu'il suscite, mais aussi, ensuite, on peut avoir le droit de réfléchir sur cet événement, quel qu'il soit. Et on peut essayer, je pense que c'est le propre de l'être humain, de raisonner, de rationaliser. Sinon, on n'est toujours que dans l'émotion, c'est très louable et c'est très noble. Mais je pense qu'il y a un temps aussi pour la rationalité et pour la raison. Et donc j'ai essayé
mal m'en a appris apparemment, puisque depuis on fait des tonnes d'analyses sur ces 5 lignes, sur un livre de 300 pages, mais enfin j'ai l'habitude, et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. J'ai essayé de comprendre quand on avait un criminel, Mera, qui disait ses parents voulaient qu'il soit enterré en Algérie. Quand on avait, je ne l'ai pas dit dans le livre, mais aussi l'officier, d'ailleurs vous le dites je crois, vous-même, Madame Lefebvre, le soldat, le militaire marocain, qui lui aussi a été enterré au Maroc. Imad Ibn Ziaten. Et voilà. Donc vous m'accordez qu'il a lui aussi été enterré au Maroc. Et les enfants Sandler, qui eux aussi ont été enterrés en Israël. Je sais exactement les raisons multiples. Je connais les raisons religieuses, les raisons de sécurité. Je connais tout ça. Il n'empêche que j'ai voulu simplement réfléchir. Ça ne veut pas dire que je mets le criminel et les victimes dans le même sac. C'est me faire un procès d'intention absolument ignoble. Enfin, j'ai l'habitude. Je voulais simplement dire qu'est-ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui nous arrive ? Quel est le degré de défrancisation que cela signifie ? C'est exactement comme l'histoire des prénoms. C'est la même chose. D'ailleurs, j'ai regardé une de vos vidéos. J'ai regardé une de vos vidéos, Madame Lefebvre, sur Front Populaire, je crois le 15 septembre 2021, et vous prenez déjà ce sujet. Et d'ailleurs, vous allez dans mon sens. Vous dites, ah oui, mais Éric Zemmour aurait pu aller plus loin. Il aurait pu parler des développements des écoles juives. Il aurait pu parler des transferts de corps dans les cimetières israéliens. Il aurait pu parler aussi d'autres choses, des prénoms israéliens. Oui, je pense par exemple que donner des prénoms israéliens ce que à partir vous avez des années 80-90 a été, laissez-moi finir, a été un symptôme de la défrancisation d'une partie des Français de confession juive, comme il y en a eu d'autres, comme d'ailleurs le fait de donner un prénom comme Jordan ou Kevin a été dans les classes populaires françaises un symptôme aussi de défrancisation et d'américanisation. Tout ça est lié, j'ai déjà analysé tout ça, et il me semble d'ailleurs que vous avez beaucoup suivi cette analyse pendant quelques temps. Barbara Lefebvre, un mot très vite, parce qu'après je dois donner la parole à Alain Finkielkraut. Très vite, Barbara Lefebvre. Pour terminer, tout à fait. Mais pour terminer, ce que je voulais dire justement dans cette vidéo que vous évoquez, c'est que si vous cherchez à faire un travail de journaliste, de chercheur, je ne sais, et que vous voulez vous intéresser effectivement à mettre en lumière un communautarisme juif qui est celui que vous décrivez, eh bien pourquoi ne choisissez-vous pas une étude effectivement des pompes funèbres juives? Pourquoi choisissez-vous la sépulture de ces enfants qui sont des enfants martyrs, et derrière eux, il y a la sépulture d'Ilan Halimi, de Sarah Halimi et des Juifs de l'Hypercacher. Vous savez très bien ce que vous mobilisez, et ce n'est pas de l'émotion, Éric Zemmour, excusez-moi, c'est pas de l'émotion. Dans la tradition juive, la question de la sépulture, la question du nom, ça a du sens. Donc vous n'avez pas choisi cet exemple par hasard, et aujourd'hui vous essayez de le banaliser, alors que si vous êtes quand même quelqu'un de lettré, vous êtes quelqu'un qui soignait vos ouvrages. Si vous aviez voulu dénoncer cette question-là, vous pouviez choisir de la même façon quand vous voulez dénoncer la religion civile de la Shoah, vous choisissez de réhabiliter Pétain. Là, pour parler de la question du communautarisme juif, vous choisissez de vous en prendre aux enfants victimes d'un attentat absolument monstrueux d'un djihadiste. Je trouve que c'est si vous voulez, c'est la mécanique intellectuelle qui me gêne. Voilà. C'est pas l'idée en soi, c'est la mécanique intellectuelle et ce que vous avez fait à la mémoire de ces enfants. Moi, ce qui me gêne, c'est votre utilisation de poncifs médiatiques uniquement pour m'attaquer. Vous êtes coutumière du fait depuis quelques mois. Vous reprenez des poncifs médiatiques que vous enfilez en disant que mais sinon j'ai le droit, etc. Non, Madame Lefebvre, je ne veux pas réhabiliter Pétain. Ça, vous reprenez une formule qu'utilisent les journalistes tout le temps. Non, Madame Lefebvre, je ne veux pas absolument insulter ces pauvres enfants martyrs par je ne sais quoi. Je vous oubliez que le principe du livre, c'est le principe imité de choses vues de Victor Hugo, c'est-à-dire que je prends des événements sur le fait et que j'essaye de donner un éclairage et une analyse de ces événements. Donc ne faites pas dire à cela plus que je n'ai dit pour des raisons assez médiocres
et vraiment une espèce de ressentiment personnel que l'on ressent même à travers l'écran. Bon, et Éric Zemmour, pardonnez-moi, ce que dit Barbara Lefebvre, c'est aussi ce que ressentent beaucoup de gens autour de cette question, que ce soit à Paris ou à Tel Aviv. Vous inventez des choses, je n'ai aucun ressentiment personnel. Hein. Bien, bien. En tout cas, c'était important d'aborder ce sujet-là ce soir, parce que je sais que c'est un événement que les gens qui nous regardent attendaient. Il y a aussi une autre personne qui nous entend maintenant, c'est Alain Finkielkraut pour le grand débat. Alors Alain Finkielkraut, je sais que vous suivez silencieusement l'émission depuis le début, vous partagez avec Éric Zemmour un même diagnostic sur l'état de la France. En revanche, vous avez des questions à lui poser sur la conception qu'a Éric Zemmour de son identité et de son destin. Oui, alors je vais essayer de préciser les choses en citant d'abord Edgar Quinet. Le véritable exil n'est pas d'être arraché à son pays, c'est d'y vivre et de n'y trouver plus rien de ce qu'il faisait aimer. Cet exil, sur place, douloureux et paradoxal, de plus en plus de Français l'éprouvent. Et si vous avez percé dans les sondages, Éric Zemmour, c'est parce que vous lui avez donné statut et droit de cité, et non pas parce que on vous tendrait trop de micros, comme le prétendent ceux des politiques, des journalistes et des intellectuels qui voudraient continuer à nous faire vivre dans une France Potemkine où effectivement il n'y a pas de rodéo urbain, il n'y a pas d'incidents à Oyonnax, à Angoulême, à Alençon, à Marseille, à Savigny, etc. Effectivement, c'est un étrange spectacle que celui d'une presse qui, sans qu'aucun Big Brother ne les contraigne, annule quotidiennement tous les faits non conformes à l'idéologie du vivre ensemble. Donc, vous êtes un empêcheur de censurer en rond, et je vous fais crédit d'avoir mis la France au cœur de l'élection présidentielle. La France, et pas seulement le dérèglement climatique, la réduction des inégalités, le pouvoir d'achat, la réforme des retraites. Ce sont des sujets urgents, mais on ne doit pas oublier ceux qui tourmentent de plus en plus de Français, à savoir, est-ce que la France, leur pays, va survivre ou va-t-il mourir ? Bon, et il est scandaleux de vouloir fasciser cette inquiétude comme le font les antifas, qui sont en réalité, en quelque sorte, les sections d'assaut du politiquement correct. Mais la question, et là j'en viens à mon interrogation, la question est de savoir de quoi exactement nous parlons lorsque nous disons France. Et ce sera donc ma première interrogation. Lévinas a quitté l'Union soviétique déjà en 1923 pour la France. Et il a parlé de la France comme d'une nation à laquelle on peut s'attacher par le cœur et par l'esprit aussi fortement que par les racines. Alors je vous demande, Éric Zemmour, qu'y a-t-il pour le cœur et pour l'esprit dans la France que vous aimez et que vous défendez ? D'abord, je voulais vous remercier pour votre analyse que je ne peux évidemment qu'approuver et dont je ne peux que me féliciter. Je pourrais reprendre chaque mot de ce que vous avez dit, donc je voulais vous dire que je vous en sais gré et que je vous en remercie. Maintenant, vous m'interrogez sur qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur et mon esprit de ma France. Oui, la France, c'est aussi, effectivement, vous avez raison, on n'est pas obligé d'être en France, français depuis 1000 ans pour être français. C'est le génie de la France. Mais il faut s'approprier cette France. C'est ce que vous et moi, d'ailleurs, nous avons fait. Il n'y a pas vraiment de débat au fond entre nous. Qu'est-ce qu'on s'approprie ? On s'approprie l'histoire de France, je l'ai dit tout à l'heure. On s'approprie les paysages de la France. On s'approprie l'art de vivre de la France. On s'approprie les mœurs françaises. On s'approprie les relations très particulières entre les hommes et les femmes. On s'approprie la littérature, la langue, le goût de cette langue magnifique. Moi, je passe des heures, j'ai passé des milliers
donné d'heures dans ma vie à lire Chateaubriand et Victor Hugo et à essayer, comment vous dire, laborieusement d'écrire comme ces génies, de retrouver cette musique de la langue. Pour moi, être français, c'est tout cela. C'est à la fois un art de vivre, un art de penser, un art d'écrire, un art de lire, et aussi une histoire grandiose. J'aime l'histoire de France. Je me projette dans l'histoire de France. Si vous voulez, tout ce que je fais, c'est pour essayer de continuer cette histoire de France. Parce que je pense qu'être français et faire de la politique, c'est vouloir continuer cette histoire de France. C'est cela qui m'anime, et quand vous me félicitez d'avoir mis la France au cœur de cette pré-campagne présidentielle, j'en suis heureux parce que je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, pour moi, c'est le seul sujet d'une campagne présidentielle. Donc pour moi, oui, continuer la France ou ne pas continuer la France, c'est le sujet. Voilà, je pense que la France, on sait ce que c'est que la France. On sait ce que c'est qu'être français. On sait ce que ça signifie. On sait ce que c'est, quelle idée de la France nous avons. On sait ce que c'est, quel passé, quelle gloire, quelle défaite aussi, quels souvenirs nous avons en commun. On sait aussi quel livre, quel film, quel feuilleton même. C'est avoir tout cela en commun. Et d'où qu'on vienne, je le dis bien, tout le monde peut être français s'il le veut et s'il fait l'effort de le vouloir. Alors, d'accord, très bien. Alors j'en viens quand même aussi à un événement historique. Je ne vous parlerai pas de Pétain, je vous parlerai pour mieux comprendre justement ce que c'est que la France pour vous, ce qui mérite en France d'être défendu. Vous avez dit tout à l'heure à Barbara Lefebvre, je prends tout. Et c'est vrai, ce je prends tout, cet accueil m'a un peu fait sursauter. Alors j'en viens à l'affaire Dreyfus. Vous dites souvent que vous ne vous présentez certainement pas comme un héritier des Dreyfusards. Vous avez même dit que des travaux récents tendraient à prouver la culpabilité du capitaine Dreyfus. Mais c'est là, c'est sur cette question-là. J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Vous êtes plutôt. Alors attendez. En tout cas, c'est sur cette question-là, me semble-t-il, que vous êtes plutôt maurassien, c'est-à-dire, la nation, c'est d'abord l'intérêt national. Est-ce que la France avait intérêt à affaiblir son armée, même en faveur d'un innocent, si tant est que Dreyfus était innocent? Vous semblez ne pas en être tout à fait sûr. Et ce faisant, me semble-t-il, vous apportez de l'eau au moulin à ceux qui voudraient bâtir une opposition entre l'identité et l'humanité. Si vous êtes du côté de l'identité, c'est-à-dire, justement, vous sacrifiez l'humanité et vous sacrifiez l'universel pour la gestion du particulier. Je terminais simplement, il me semble que vous vous faites, ce faisant, le représentant d'une droite attachée à la préservation de choses dont elle n'est pas capable de garantir la valeur qui les rend dignes d'être préservées. C'est ça qui me gêne, moi. C'est pas, je vais pas faire une discussion sur l'affaire Dreyfus, mais c'est ce réalisme dont vous faites preuve, ce mépris de l'idéalisme. On se dit, mais alors c'est quoi, effectivement, la France? Est-ce que c'est une simple réalité? Est-ce que c'est une simple persévérance dans l'être? Ou est-ce que ça peut être autre chose? C'est ce que disait Lévinas, justement, dans la phrase que vous avez dit tout à l'heure. Un peuple, il va voir des professeurs qui étaient adolescents au moment de l'affaire Dreyfus, un peuple qui égale l'humanité. Voilà ce qu'était pour lui la France après l'affaire Dreyfus. Éric Zemmour, excusez-moi, je t'ai un peu... D'abord, je n'ai pas remis en cause l'innocence de Dreyfus. Il faut arrêter avec ça. J'essaye simplement premièrement, je dis ça. Deuxièmement, je constate que on ne me pose qu'à moi des questions historiques. J'en suis flatté. Parce que ça prouve qu'au moins on estime que j'ai une connaissance et un intérêt pour l'histoire de France qui n'est pas celui de d'autres candidats potentiels ou pas potentiels. Donc c'est intéressant déjà. Mais je vois bien aussi le piège qui m'est tendu. Mais parce que vous l'écrivez aussi, Éric Zemmour. Je suis... Non. On ne vous interroge pas gratuitement. On a lu le livre et ce sont vos écrits aussi. Moi d'abord,
Bah oui, mais moi j'ai une double spécificité. J'écris mes livres, ce qui est loin d'être le cas de tout le monde. Et deuxièmement, j'essaye de traiter des sujets, comme je l'ai dit tout à l'heure à Barbara Lefebvre, en essayant d'être le plus rationnel possible, en essayant de réfléchir sur des situations historiques, parce que je pense que l'histoire nous détermine largement. Oui, mais vos choix historiques, Éric Zemmour, je vois bien aussi le piège. C'est ce que vous demande Alain Finkielkraut, Éric Zemmour. C'est qu'on a Dreyfus, Vichy, Pétain, la rafle de Vélib, la loi Guesso. Les thèmes que vous choisissez, Éric Zemmour, ont peut-être un point commun. Mais je ne choisis pas que ces thèmes-là. Je ne choisis pas que ces thèmes-là. J'ai écrit tout un livre sur Napoléon et sur le rêve de l'Empire romain de la France. Ça s'appelait Mélancolie française. On ne m'interroge jamais là-dessus. Jamais. J'ai écrit sur les guerres de religion et Catherine de Médicis et Richelieu. On ne m'interroge jamais là-dessus. J'ai écrit sur le XVIIIe siècle et aussi dans mon livre Le Destin français, je réfléchis au destin de la France au XVIIIe siècle. On ne m'interroge jamais là-dessus. Non, je tiens à le dire. Je ne vous interroge pas. Non, mais je ne vous interroge pas, Éric Zemmour. Maintenant, je vais répondre à votre question. Dreyfus. Je me demande. Non, mais j'ai compris. Je vais vous répondre. Maintenant, je pense que, si vous voulez, à propos de l'affaire Dreyfus, je pense comme Peggy, puisque je sais que vous êtes un grand lecteur de Peggy, je pense comme Peggy que les deux camps avaient une mystique qui s'est transformée en politique. Et que, comme Peggy, je pense que les deux mystiques étaient nobles. C'est-à-dire que la mystique des défenseurs de Dreyfus défendait l'innocence d'un accusé injuste et la justice, et c'était noble, et qu'en face, il y avait des gens qui aussi défendaient quelque chose de noble, c'est-à-dire la nation et l'armée. On était quelques années après la défaite de 70 et tout le monde rêvait de revanche pour reprendre l'Alsace-Lorraine. Il ne fallait pas abîmer l'armée. Je dis simplement, vous savez, Paul Valéry écrit à Gide. Vous savez, Gide lui reproche de ne pas avoir signé la pétition en faveur de Dreyfus. Et il répond, je pense qu'il fallait choisir le pouvoir, c'est-à-dire la nation. En fait, c'est la vieille discussion de Socrate. Vous vous souvenez, évidemment, Socrate qui accepte de mourir pour la cité. Là, c'est la même discussion. Est-ce que l'innocence d'un homme face à l'intérêt supérieur de la nation? Alain Finkielkraut, je vous laisse conclure en un mot. Mais simplement, ce que je veux dire... Pardonnez-moi, Éric Zemmour. Attendez. Non, je veux finir ma démonstration. Allez-y. Ce que je veux dire, c'est que cette discussion est passionnante et je pense qu'elle est noble et qu'elle est digne et qu'elle ne supporte pas les pièges politiciens, les accusations, et je n'accuse pas, en l'occurrence, Alain Finkielkraut. Je veux simplement dire que pour continuer cette discussion pendant 100 ans, il faut que la France reste la France. Si la France devient le Liban en grand, nous ne pourrons plus avoir cette conversation. Alain Finkielkraut, vous l'avez dit tout à l'heure. Alain Finkielkraut, mais c'est ça le sujet. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est ça le sujet. Très vite, Alain Finkielkraut. Je voudrais poser une question dans ce sens. Il y a beaucoup d'autres questions, mais je vois que le temps nous presse. Alors, j'ai lu sur épreuve un livre qui va très bientôt sortir, le livre posthume de Jean Daniel, Réconcilier la France. Alors là, nous sommes dans l'actualité. Et c'est tout à fait intéressant. Et vous allez être très très surpris par l'extrait de l'épilogue que je vais vous citer. Il parle à François Mitterrand. François Mitterrand, à la toute fin de sa vie. Président, le pays est en train de changer. Le clocher de votre affiche électorale, dans peu de temps, vous le verrez entouré par 2 minarets. C'est Jean Daniel. Il va même plus loin dans sa réflexion, ça c'est plus à Mitterrand, mais n'est-il d'ailleurs pas vrai qu'un homme de gauche ne pourrait plus aujourd'hui faire sa campagne électorale comme Mitterrand l'avait donc fait en 81, avec une affiche représentant un petit village bien français avec son église. Évidemment, une telle affiche serait immédiatement qualifiée de nauséabonde. C'est très intéressant. Un peu plus haut, Jean Daniel dit ceci. Le Pen, par son racisme pervers, nous a empêchés de faire face avec sérénité et responsabilité à l'un des plus grands problèmes de notre époque. Ce problème, il a voulu en saisir la gauche. Jean Daniel, la gauche n'a rien voulu entendre, elle s'est complètement fermée, d'où l'état de déliquescence où elle est. Mais la question Le Pen reste intéressante. Je ne vous accuserai pas, vous,
Éric Zemmour, de racisme pervers. Absolument pas. Mais vous avez une manière très clivante de parler. Vous choisissez très souvent l'outrance contre la nuance. Et surtout, c'est pour ça que j'ai parlé de Dreyfus. Je pourrais parler aussi de la rupture de Gaulle avec l'Action française. Munich, les accords de Munich. Il n'a pas supporté l'adhésion de l'Action française. On a compris votre question, Alain Finkielkraut. Il faut donner la parole à Éric Zemmour pour conclure. Non, je termine. Mais on a compris votre question. Vous lui demandez pourquoi il choisit d'être à chaque fois clivant. On a compris la question. Vous l'avez pas compris. Alors, non, je vous en prie, concluez en 30 secondes. Vous ne l'avez pas compris. Vous faites de la radio, vous connaissez les temps. Je le dis très rapidement. Oui, mais d'accord, mais moi j'ai commencé très tard aussi. Je dis simplement, il y a beaucoup de Français qui éprouvent tout cela, qui ont cette inquiétude et qui hésiteront à se porter vers vous à cause de cette confusion que vous faites entre la nation et l'intérêt national, à cause de ce mépris que vous avez pour la sensibilité même, au nom du refus de la sensiblerie. La sensibilité, même en politique, ça doit jouer un rôle. Et c'est pour ça que je parle de Péguy. Péguy aurait pu entraîner tout le monde. Je ne suis pas sûr que Maurras pourra entraîner la majorité des Français. Mais je me tais. Alain Finkielkraut, arrêtez d'essayer de m'enfermer dans Maurras, etc. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, il est ailleurs. Je voulais vous dire que je ne suis pas spécialement clivant. Il y a 70% des Français qui pensent comme moi. Il y a 67% des Français qui pensent que le grand remplacement est là. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Et quand vous dites que Jean Daniel a écrit cela et qu'il a dit cela à Mitterrand, ça ne m'étonne pas. Je me souviens de certains articles de Jean Daniel. Maintenant, vous me dites l'idéal, la sensibilité, etc. Très bien. Mais pour cela, il faut être vivant, Alain Finkielkraut. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus à notre discussion. Pardonnez-moi. Je pense que la discussion que vous voulez imposer est dépassée. Aujourd'hui, nous avons le choix entre vivre et mourir. Si nous vivons, nous pourrons ensuite discuter de degrés de sensibilité. Aujourd'hui, je pense que le détournement, le dévoiement de l'humanisme français, qui est l'héritier, comme vous le savez, du catholicisme et du christianisme français, le dévoiement de cet humanisme en humanitarisme, qui nous fait accueillir des millions de migrants dont beaucoup veulent détruire notre civilisation, je pense que ça, c'est le plus grave aujourd'hui et que nous devons en finir, oui, avec un humanitarisme qui nous tue. Éric Zemmour. Il ne faut pas être suicidaire. Ensuite, c'est le jour où on aura sauvé la France de cela, eh ben je serai ravi de continuer cette discussion entre Voltaire et Rousseau, entre Péguy, Maurras, Barrès, Zola, etc. J'en serai ravi parce que c'est ça que j'aime. Mais je pense qu'avant, il faut d'abord sauver cette France que nous aimons tous les deux. Éric Zemmour, je vous remercie pour votre réponse et je remercie aussi Alain Finkielkraut pour cette question de conclusion très intéressante. Il nous reste à peine 2 minutes, Éric Zemmour. Je voulais vous interroger sur d'autres passages de votre livre parce que votre programme est aussi présent dans ce livre. Ce n'est pas qu'un agenda et un bilan de quelques de vos rendez-vous. Vous parlez notamment d'une France qui devrait se rassembler autour de 5 I. I comme identité, immigration, indépendance, instruction ou encore industrie. Mais c'est parmi les mots que vous venez de me dire. Moi, j'ai juste une question pour finir, Éric Zemmour. J'imagine que vous avez entendu, comme beaucoup, les réactions de représentants de la communauté juive, le grand rabbin de France, Chaim Korshia, qui vous traite d'antisémite certainement, Francis Khalifa, qui appelle à ce qu'il n'y ait pas une voix juive pour vous. Ces réactions vous laissent de marbre, ou alors vous dites, tiens, il s'est passé quelque chose, parce que vous avez créé une sorte d'explosion au sein, je ne vais pas dire de la communauté juive, vous allez me dire qu'il n'y a pas de communauté, mais en tout cas au sein des Juifs de France, une unité a complètement éclaté autour de vous. Il n'y a pas non plus de Juifs de France. Il y a des Juifs en France. Il y a des Français de confession juive. Il y a des Français de confession juive. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Maintenant, vous savez, ma situation est particulière. Vous avez dit effectivement ce que dit le grand rabbin et le président du CRIF. Je reviendrai si vous me laissez 1 minute. Il nous reste 1 minute. Je voudrais rappeler à vos téléspectateurs. Très bien. Je voudrais rappeler à vos téléspectateurs que quand je suis attaqué par les antifas, ils me traitent de sioniste, et quand je suis à Drancy, on me traite de sale juif. Voilà ma situation. Et par ailleurs, le grand rabbin estime que je ne suis pas vraiment juif et que je suis raciste et antisémite. Je pense vraiment que quand les Français qui ne sont pas juifs entendent cela, ils sont pris entre l'incrédulité et l'hilarité.
C'est grotesque. Maintenant, j'essaye de comprendre pourquoi. Je me suis renseigné. En vérité, le grand rabbin, pour lequel d'ailleurs j'avais le plus grand respect, je savais qu'il était plutôt un Français républicain, qu'il aimait la France, qu'il parlait de prière à la France, etc. Et je découvre qu'il n'est pas que cela. C'est aussi un homme, on m'a bien expliqué, qui veut ramener mon scalp à Emmanuel Macron. C'est tout simplement un comportement de courtisan. Non, c'est pas fini. Non, on coupe l'antenne dans 20 secondes. Je peux pas. Courtisan. Je peux pas, on coupe l'antenne dans 20 secondes. Il me reproche d'être un juif assimilé, et alors qu'il n'est qu'un juif de cour. Je vous remercie. C'est ce qu'il est. Merci Éric Zemmour. Le message est passé. Je peux pas, ça coupe. Je peux pas, ça coupe. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir, Éric Zemmour. Merci Alain Finkielkraut. Merci Barbara Lefebvre. Merci Michel Taubman. Dans un